Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Nouveau sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO par visioconférence sur la crise malienne. Ils demandent à la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir de le retourner aux civils. Signature de documents portant sur le projet d'appui à la statistique entre le Bénin et les Nations Unies. Le projet va aider à imprimer une nouvelle dynamique au système statistique national. Et puis le calendrier électoral pour la présidentielle en Côte d'Ivoire suit son cours. Les candidats désireux de prendre part à l'élection remplissent les formalités à la Commission électorale nationale. Bonsoir et merci de votre attention. Pas question pour la CEDEAO de laisser la soldatesque qui s'est emparée du pouvoir au Mali d'y rester plus de jours. Eh bien, l'instance ouest-africaine a formellement rappelé aux militaires qu'ils doivent passer la main aux civils et dans l'immédiat. C'était à l'issue d'un sommet extraordinaire par visioconférence auquel le chef d'État béninois Patrice Talon y a pris part. Je vous propose d'écouter ici le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Benossi, au thème de ce sommet, sur les propos recueillis par Jérôme Rongbor et Jean Nobimin. Les chefs d'État se sont félicités de la libération du président Ibeka qui est intervenu conformément aux exigences qu'ils ont posées lors de leur dernière réunion. Ils se sont également félicités et ont pris acte de la libération du Premier ministre qui a été confirmé pendant ce sommet de certaines autres personnalités maliennes. Les choses vont dans le bon sens. Les présidents ont donc continué leurs travaux et ont pris un certain nombre de mesures dont la quintessence est la suivante. C'est la mise en place d'une transition, maintenant que la démission du président Ibeka est considérée comme une démission volontaire, en tout cas actée. Il a confirmé à la médiation qui s'est rendue au Mali. Les chefs d'État ont souhaité qu'une transition se mette en place. Cette transition doit mettre en place très rapidement un exécutif, donc un président civil, qui doit être une personnalité intellectuelle de grande probité. Pour ce faire, il a été demandé au CNSP de consulter la Cour constitutionnelle, de consulter la société civile, de consulter également les partis politiques. Il a été recommandé également au CNSP de poursuivre le même processus pour la désignation d'un Premier ministre chef du gouvernement, qui doit être aussi une personne avec des éminentes qualités intellectuelles, mais aussi une probité morale, pour pouvoir conduire le processus de mise en place d'un gouvernement avec le président de la transition qui sera désigné. Les chefs d'État ont insisté pour que ce soit un exécutif civil. Ils ont même fait remarquer très clairement qu'aucun organe militaire ne doit être au-dessus de l'exécutif civil qui sera mis en place. À cela s'est ajouté le fait que la durée de la transition est prévue pour 12 mois. Elle ne doit pas excéder 12 mois. Ils ont aussi souhaité que des élections soient organisées à la fois législatives et présidentielles dans ce délai-là, et que dans tous les cas, ce processus soit suivi
par un comité qu'ils ont décidé de mettre en place, un comité de suivi qui sera dirigé par le médiateur et comprendra la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, le Conseil des ministres, le président du Conseil des ministres, mais aussi des représentants de l'Union africaine et des Nations unies. Cet ensemble de choses sera acté dans un accord qui sera signé entre la CEDEAO et l'État malien, et les chefs d'État ont souhaité que les Nations unies et l'Union africaine puissent prendre acte et donner une sorte de bénédiction à un tel accord. Je pense que les choses vont dans le bon sens. S'agissant maintenant des sanctions, les chefs d'État ont maintenu les sanctions qui ont été mises en place, mais elles seront progressivement levées, vu que leurs exigences émises lors de la dernière réunion commencent à être satisfaites par la junte qui est au pouvoir. Les chefs d'État ont indiqué que ces sanctions seront progressivement levées au fur et à mesure que les militaires, la junte militaire qui est en place, tiendra compte de cette nouvelle feuille de route qui est ainsi approuvée et qui doit être actée immédiatement. Et parlons de ce premier conclave des préfets au titre de l'année 2020, et c'est Kétou qui a abrité les travaux dans le département du Plateau. C'est un creuset d'échanges qui vise à asseoir une tutelle efficace au niveau des collectivités décentralisées. Les travaux sont coprésidés par les ministres de la décentralisation et de la sécurité. Fimé Bassao, Prissongbo. Cette première conférence des préfets au titre de 2020 intervient dans un contexte marqué par une crise sanitaire inédite. Les assises se déroulent dans le respect des gestes barrières. En dehors des problèmes de limites territoriales, le préfet du département Haute gère une kyrielle de problèmes sécuritaires dans son département. Mon département est éprouvé chaque année par les attaques meurtrières et les actes récurrents de barbarie que se livrent réciproquement éleveurs et agriculteurs, surtout en période de transhumance. Au ministre Saka Lafia de reconnaître le rôle combien important que jouent les préfets dans le maintien de la paix, de la sécurité publique. Cependant, il rappelle ici d'autres défis qui se posent à la sécurité intérieure du pays. Il s'agit entre autres de la menace terroriste grandissante, surtout dans la partie septentrionale de notre pays. Le phénomène nouveau et récurrent des enlèvements avec demande de rançon au sein de certaines communautés de notre pays. Véritable institution et excellent creuset de réflexion et d'échange, la conférence des préfets constitue un gage pour une administration cohérente, dynamique et performante à l'aune du tandem déconcentration-décentralisation. En ce début de la 4e mandature des élus communaux, il convient de reconnaître que les exigences de performance et de professionnalisme de vos administrations préfectorales sont plus que jamais d'actualité. Sur les 77 maires de la 3e mandature, seuls 13 ont pu renouveler leur mandat, ce qui est la preuve du niveau élevé d'exigence de nos populations, des prestations de qualité et de services sociaux de base de la part des maires. La tutelle que vous exercez doit être efficace afin d'accroître le niveau de mise en œuvre des compétences que les nouveaux élus sont appelés à exercer. L'assistance conseil doit mettre l'accent sur les stratégies de mobilisation des ressources propres des communes, le respect des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux collectivités territoriales et la cohésion nécessaire à la mise en œuvre des actions de développement au sein des conseils communaux. Tous ces objectifs ne sauraient être atteints sans une intelligence dans la collaboration gouvernement-conseils communaux avec, pour intermédiaire, les préfectures. Rôle crucial qui donne un sens particulier à cette première conférence des préfets au titre de 2020. Le parti Union progressiste qui a entamé, vous le savez, ces derniers jours, une série de rencontres avec ses militants dans les 77 communes du Bénin était cette semaine à Sebinpoudji, occasion pour les responsables du parti de reprendre langue avec les réalités du terrain et d'envisager avec plus de sérénité les perspectives pour l'année électorale 2021. James William Baguidi. C'est dans l'une des localités où il a essuyé la défaite à l'occasion des élections communales et municipales du 17 mai 2020
que le parti Union progressiste et en particulier la délégation dépêchée par son bureau atterrit ce 26 août. L'objectif est le même que dans les autres localités du pays où se sont déjà tenues les rencontres communales 2020, ces instants privilégiés au cours desquels le parti au Baobab entend renouer le contact avec ses militants à la base. Premièrement, de remercier les militants. Deuxièmement, évaluer les dernières élections communales. Troisièmement, évaluer le PAG, le programme d'action du gouvernement. Quelles sont les attentes, les perspectives pour les élections de 2021 si nous devons donner un second mandat à Patrice Talon à partir de 2021? Quelles seront nos exigences? Quatrième point, quelles sont les mesures que nous prenons pour l'installation des cellules de base, des structures de base du parti? Au regard du contexte particulier de Semenkodji, où l'Union progressiste s'est fait souffler la victoire lors des communales, les causes internes et externes sont identifiées, mais surtout les mesures à prendre pour relever le défi sont clairement débattues. L'UP de Semenkodji est orphelin sur le plan matériel, sur le plan financier. Nous avons assez de problèmes. Les menus, selon moi, c'est le manque de moyens. Et c'est l'occasion de remercier tous les candidats qui ont été choisis et qui, chacun en ce qui le concerne, a pu sortir les moyens, les maigres soient-ils, pour pouvoir obtenir ces résultats. Il faut quand même que vous nous assistiez pour que Semenkodji, l'Union progressiste dans Semenkodji, soit renforcée. Nous en avons besoin. Les membres de la délégation saluent les efforts fournis par les conseillers élus du parti dans la commune de Semenkodji, conseillers au nombre desquels Mathias Bédan, ancien maire, et se projettent déjà, autant que leurs hôtes, sur l'œuvre de reconquête. Nous ne devons pas nous décourager à Semenkodji. À Semenkodji, nous avons gagné. Nous avons gagné parce qu'en face de nous ici, moi je vois des militants déterminés. Et je suis sûr que si nous revenons 3 ans après ici, c'est sûr que nous allons ramener plus que ce que nous avons eu au communal. Et si nous pouvons nous donner plus de mains, plus de cohésion, plus d'harmonie, je crois que les prochaines fois, nous allons ravir les vedettes. Nous avons les mêmes problèmes presque. Mais nous allons faire de manière à ce qu'en synergie, au niveau du bureau politique, que les problèmes soient résolus un peu de manière équitable. Des échanges francs et sans langue de bois qui ont aussi donné le ton des attentes, voire des exigences des militants qui ne veulent surtout pas que 2021 se passe sans leur champion, Patrice Talon. Le gouvernement du Bénin a procédé ce vendredi avec le système des Nations Unies à la signature d'un document de projet conjoint d'appui à la statistique. La cérémonie de signature s'est déroulée sous l'égide du ministre d'État chargé du plan et du développement. Fifame Salomé a télédit le reportage. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi dans le domaine de la statistique au Bénin. Le gouvernement et le système des Nations Unies fusionnent leurs forces en vue de la redynamisation du système statistique national. Le document que nous venons de signer témoigne de notre volonté commune de renforcer le système statistique national au Bénin. Et en effet, aucune décision pertinente ne peut être prise par un gouvernement si elle est la résultante d'analyses statistiques fondées et fiables. Selon le dernier rapport de suivi des ODD au Bénin, la production des données statistiques fiables et à temps sur les indicateurs ODD par le système statistique national reste un défi. Il reste beaucoup à faire, certes. Néanmoins, les efforts du gouvernement dans l'amélioration de l'appareil statistique sont alloués selon le système des Nations Unies au Bénin. Je voudrais ici saluer les efforts du gouvernement pour la dynamisation de l'appareil statistique au Bénin, notamment l'adoption le 22 avril 2020 de la stratégie nationale de développement de la statistique de 3e génération, SNDS3, qui marque l'engagement du gouvernement à donner une réponse efficace aux demandes de statistiques et renforcer la prise de décision basée sur des données fiables. Toutefois, le gouvernement nourrit de plus grandes ambitions. Notre défi est de mettre les structures nationales aux normes internationales en termes de disponibilité et de diffusion des données de qualité et en temps réel.
Les actions retenues dans ce sens portent entre autres sur les 4 points suivants. Premièrement, la rénovation du cadre législatif et réglementaire du système statistique national, qui est largement engagée avec une loi déposée au Parlement. Deuxièmement, le renforcement de la gouvernance de l'INSAE, notre Institut national de statistique. Troisièmement, le développement de la coordination statistique. Et enfin, quatrièmement, la promotion de l'analyse des indicateurs macroéconomiques. Autant de défis que ce projet d'appui à la statistique vient accompagner. Pour sa concrétisation, plus de 11 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour la période allant de 2020 à 2023, dont près de 5 milliards déjà disponibles. La lutte contre les violences faites aux enfants reste d'actualité pour contribuer aux efforts du gouvernement béninois dans l'amélioration des conditions de vie et de développement de l'enfant. Un atelier est organisé à Cotonou. Robert Copin-Edor. C'est un creuset d'échange entre ces acteurs qui œuvrent au quotidien pour le bien-être et le développement des enfants. La pertinence de la présente rencontre n'est plus à démontrer. Il faut être un acteur actif du monde de la protection sociale pour réaliser l'immensité de la mission de toutes les parties prenantes. Ces multiples acteurs qui travaillent tous les jours pour l'amélioration des conditions de vie de la population et particulièrement des couches vulnérables. Les besoins sont donc énormes. Oui, ils le sont. Parce que nous le vivons au quotidien. Soutenu par le ministère en charge des Affaires sociales, cet atelier se penche sur les mécanismes de financement durable de la protection de l'enfant au Bénin. Il est attendu que les échanges permettent de recueillir et d'harmoniser les grandes orientations relatives à l'initiative, d'identifier les principales étapes à suivre pour aboutir à l'élaboration d'un plan de plaidoyer et d'examiner la possibilité de prise en compte d'une ligne appelée protection de l'enfant dans l'ouverture d'un guichet FADEC affecté Affaires sociales à l'issue de la finalisation du plan 2D du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Au terme des travaux, les participants seront plus aguerris afin de continuer la lutte contre les différentes formes de violence qui affectent la vie et le développement de l'enfant au Bénin. La répression du non-port de masques de protection contre le Covid-19 et plusieurs infractions routières a démarré cette semaine dans le département du Mono. L'opération est menée par la direction départementale de la police républicaine. Vétis Arroché, Olviga Messon. Un début de semaine sous opération policière à Lokossa. Les éléments de la direction départementale de la police républicaine du Mono ont pris d'assaut les artères de la cité de l'Espérance. Cette opération est motivée par un constat. Il y a d'abord la recrudescence des mauvais comportements sur nos routes, les stationnements défectueux, la circulation en sens interdit et en sens inverse, le franchissement des terre-pleins centraux, les excès de vitesse et pour couronner le tout également la banalisation des mesures barrières que le gouvernement a prescrites. C'est une opération d'abord salutaire pour les populations, salutaire. Pourquoi? Parce que ça se veut pédagogique et dans le souci du salut et de la sécurité des usagers et de la santé également des populations. Parmi ces engins à 2 roues sont saisis pour non-port de masque de protection contre le Covid-19 par leurs conducteurs. L'opération se déroule simultanément dans les 6 communes du Mono. Il est demandé aux usagers de se conformer aux injonctions des forces de l'ordre, de ne pas résister. Et le message que je tiens à lancer, c'est que les gens comprennent que l'opération a une vocation, a une logique. C'est la sécurité et la santé de nos populations. Cette répression du non-port de masque et des infractions liées à la sécurité routière est la suite des nombreuses sensibilisations à l'endroit des populations du Mono.
Après 2 jours de formation post-permis à l'intention de ses conducteurs, la société de transport Comfortline a procédé ce vendredi à la remise d'attestation. Eh bien, la cérémonie officielle a eu lieu au Centre national de sécurité routière d'Abomey-Calavi, au Sénat délégué Ramatou Lavani. L'acte final de cette séance de recyclage des conducteurs de la société de transport Comfortline est matérialisé par cette cérémonie de remise d'attestation. Débutée le 12 août dernier, cette formation post-permis initiée par Comfortline en partenariat avec le Centre national de sécurité routière vise essentiellement à renforcer les capacités des conducteurs et aussi à leur rappeler les causes des accidents de la circulation. Nous sommes aujourd'hui à l'apothéose de ce recyclage qui est le fruit d'un long processus que nous avons voulu et qui a reçu un écho favorable auprès de la direction du Centre national de sécurité routière. En remettant aujourd'hui ces attestations de fin de recyclage aux conducteurs de Comfortline, vous montrez tout le sérieux ainsi que tout le professionnalisme qui règne au sein de votre structure, qui demeure une référence sur le plan national. Après 2 jours d'une formation assurée par les responsables de cette société de transport et du Centre national de sécurité routière, plus de 35 conducteurs ont reçu leur parchemin. Je suis persuadé que en vous renforçant vos capacités, le Centre national de sécurité routière attend de vous de bons comportements pouvant nous aider à réduire de façon drastique les accidents sur nos routes. Nous avions décidé également, à la suite de Comfortline, de généraliser cette formation pour que du nord au sud, l'ensemble des compagnies d'autocars puissent avoir également leur comportement renforcé en termes de formation. Les récipiendaires ont acquis des capacités qui devraient leur permettre d'améliorer leur manière de conduire sur les routes du Bénin. Bien sûr, quand nous avons initié cette formation, nous avons fait 3 jours d'inactivité, c'est-à-dire de cessation d'activité, pour pouvoir permettre à tous les conducteurs de pouvoir quand même participer à cette formation. Donc cette formation a pris en compte tous les conducteurs de Comfortline, sans exception. Ils sont très satisfaits, ils ont promis, ils se sont engagés pour faire de cette attestation un bon usage. C'était une très bonne initiative à l'endroit de nous les conducteurs, afin qu'il y ait 0 accident sur la voie. Nous promettons aux autorités que tout ce que nous avons reçu comme accident ne soit pas tombé dans les oreilles du sourd. Que nous le promettons, nous ferons bon usage avec cette attestation. Et par la grâce de Dieu, il y aura 0 accident sur la voie, comme le veulent les autorités. Pour le directeur général de Comfortline, cette formation ne sera pas la dernière, car avec sa politique de 0 accident sur les routes, la société s'engage à renforcer périodiquement les capacités de ses conducteurs. Le secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires et celui du ministère des Affaires étrangères et de la coopération ont été identifiés cette semaine comme bons élèves en matière de bonne gouvernance de l'année 2020 au Bénin. Cette 31e édition de distinction est une initiative du réseau Bénin Espoir ONG en collaboration avec l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance. Suivez le compte-rendu signé William Tioké. Ils s'illustrent par leur gestion faite de la chose publique et brandissent avec fierté leur trophée. Alain Dossou-Houlei, secrétaire général du ministère des Enseignements maternels et primaires, et son collègue du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Hervé Djokwe, ici représenté par son épouse. Pour ces nominés, cette distinction vient couronner leur effort au sein de ces 2 départements ministériels. Je suis sans voix pour dire ce que je ressens ici. C'est une décoration à l'endroit des 2 ministres concernés, de leur cabinet et de l'administration des 2 ministères pour le sens du devoir, le sens de l'organisation. Nous ne sommes que les représentants de tout ce monde pour recevoir cette décoration que nous allons leur transmettre. C'est une tâche collégiale
Les fruits sont donc à partager. Garder le flambeau de l'excellence en faisant davantage mieux désormais les différentes tâches à eux assignées. Il se fixe cet objectif, un objectif qui s'annonce difficile mais pas impossible à réaliser. Je voudrais leur dire merci pour cet engagement dans le sens de la bonne gouvernance. Et je vous dis, vous le suivez régulièrement, actuellement, les nominations à des postes ne se font plus sur la base de votre appartenance politique, etc. Il faut nécessairement que vous soyez inscrit dans le fichier national. La bonne gouvernance, le réseau Bénin Espoir ONG en collaboration avec l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance la prône dans tous les secteurs. Aujourd'hui, les secrétaires généraux des ministères sont à l'honneur. À cette séance de décoration, Tanguy Baguidi, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou, a aussi vu son engagement au service du monde universitaire salué. Bientôt, des ministres qui remplissent les indices de la bonne gouvernance établis par le réseau Bénin Espoir ONG seront également distingués, promet cette association. En Côte d'Ivoire, les dépôts de candidatures pour l'élection présidentielle ont commencé. Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié ont remis leur dossier aux États, à la Commission électorale nationale ivoirienne et aux États-Unis. Scène inimaginable jusqu'ici, la clôture de la convention républicaine s'est déroulée devant la Maison-Blanche. En vedette, Donald Trump a accepté sa nomination pour la présidentielle en déchaînant les foudres sur son adversaire démocrate Joe Biden. Le Premier ministre nationaliste Shinzo Abe, japonais donc, en poste depuis 2012, a annoncé vendredi son intention de démissionner pour des raisons de santé. Voici donc l'actualité internationale avec Blaise Adampo. En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs jours, le bal de militants et de photographes devant les locaux de la Commission électorale indépendante est devenu quotidien. À quelques jours de la clôture des dépôts, 6 dossiers ont été remis. Dernier en date, celui d'Henri Konan Bédié. Le président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, est venu porter sa candidature en main propre pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Je viens à ce jour du 27 août 2020 de déposer le dossier de ma candidature à la commission électorale indépendante. Cette candidature, je la confie au peuple ivoirien. Plus tôt dans la matinée, une autre figure de la scène politique ivoirienne, Pascal Affi-N'Guessan du FPI, Front populaire ivoirien, était venu déposer son dossier. C'est une annonce coup de tonnerre politique au Japon. À 65 ans, le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé lors d'une conférence de presse son intention de démissionner en raison de problèmes de santé. Compte tenu de ma maladie et de mes traitements, et ma santé n'est pas parfaite, je ne peux pas laisser ces conditions compromettre mes décisions politiques ou mes résultats. Maintenant que je ne suis pas en mesure de remplir le mandat que m'a confié le peuple avec confiance, j'ai décidé que je ne devrais plus occuper le poste de Premier ministre. J'ai décidé de démissionner du poste de Premier ministre. Shinzo Abe a refusé d'exprimer publiquement une préférence pour un successeur, affirmant que toutes les personnes dont les noms circulent sont des gens capables. Shinzo Abe va quitter son poste après avoir toutefois établi un record de longévité pour un Premier ministre au Japon. Il occupe le fauteuil depuis 2012 sans aucune interruption. Aux États-Unis, dans les jardins de la Maison-Blanche et devant un parterre d'1 million d'invités non masqués pour la plupart, Donald Trump a accepté la nomination de son parti comme candidat à moins de 70 jours de l'élection présidentielle.
Avec derrière lui une rangée impressionnante de drapeaux étoilés, il clôt seul la convention républicaine par ces mots. Mes compatriotes, ce soir, avec un cœur plein de reconnaissance et un optimisme sans limite, j'accepte cette nomination pour la présidence des États-Unis. Le candidat républicain a concentré ses attaques sur son rival démocrate à la présidentielle, Joe Biden. Cette élection va décider si on sauve le rêve américain ou si on autorise un agenda socialiste à démolir notre destin chéri. La Convention nationale républicaine s'est achevée avec un spectacle de feux d'artifice autour du Washington Monument à Washington. En début de soirée, quelques centaines de manifestants Black Lives Matter s'étaient rassemblés devant la Maison-Blanche pour exiger le départ de Donald Trump. Pendant ce temps, le candidat démocrate Joe Biden a annoncé qu'il allait reprendre la campagne de terrain dans les États clés avant la présidentielle du 3 novembre. Il rompt avec sa position de grande prudence face à la pandémie du Covid-19. Je vais voyager à travers le pays là où il sera possible de le faire en respectant les règles des États. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à demain.